Votre programme panafricain, vous nous suivez bien sûr à travers la 96.3 FM For You Radio, mais aussi votre télévision For You Media Africa, sans oublier toutes nos différentes plateformes en direct sur Facebook, YouTube, mais aussi notre application For You Media Africa. Et bien en thématique d'accueil, la Roumanie a annoncé samedi 10 juin le rappel de son ambassadeur au Kenya, condamnant donc les propos racistes récemment tenus du côté de Nairobi. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, il aura donc fallu plus d'un mois pour que le diplomate roumain soit donc rappelé du côté de Bucarest. On rappelle que c'était au cours d'une rencontre organisée le 26 avril dernier dans l'enceinte des Nations Unies. Un singe est apparu à la fenêtre de la salle de conférence et le diplomate roumain a déclaré: le groupe africain nous a rejoints. Consternation, étonnement, choc, mais l'affaire a fait boum seulement près de 2 mois après. Ce sera notre thématique d'accueil, en tout cas cette considération encore au XXIe siècle de l'homme noir, bien sûr par l'Occident, on y reviendra. Et puis en thématique principale, on parlera du Mali, bien sûr du référendum qui se prépare avec un grand enjeu autour. L'élection, on le rappelle, doit se dérouler le 18 juin prochain et les forces de sécurité et de défense du Mali ont voté également dimanche lors d'un vote anticipé avant le référendum sur la nouvelle constitution. Mais ce référendum qui devrait permettre le retour des civils au pouvoir semble être attaqué de toutes parts. Des voix s'élèvent et accusent l'État malien d'être juge et partie en même temps. D'autres vont même jusqu'à remettre en question la crédibilité de ce référendum. Alors, comment comprendre cela au moment où Bamako veut pourtant respecter ses engagements? Quels sont les enjeux autour de ce référendum? Kenyé, bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Manuela Seke, bonsoir à nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Bonsoir à tous nos millions, pour ne pas dire nos milliards de téléspectateurs, de téléauditeurs également. Toutes ces personnes-là qui nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales. Nous les disons infiniment merci. Il faut également rappeler que c'est grâce à eux que nous sommes fiers, que nous avons la force de faire ce que nous faisons au quotidien. Et une fois de plus, c'est moi qui vous remercie pour cet accueil. Merci une fois de plus à vous également, Charlie Kenyé. On va sans transition commencer par notre thématique d'accueil. On rappelle cette actualité du côté de Kenya, la Roumanie qui a décidé donc de rappeler son ambassadeur après des propos racistes. On le rappelle, l'événement s'est déroulé, c'était en avril dernier, mais seulement la Roumanie a réagi il y a quelques jours. De l'autre côté, en tout cas de ce côté-là, on dit qu'on n'était pas au courant de cet incident. On rappelle que c'était à la suite, en tout cas au cours d'une réunion dans l'enceinte des Nations Unies, du côté de Nairobi. Un singe est apparu à la fenêtre selon les rapports, les différents rapports. Et bien, le diplomate roumain a donc déclaré que le groupe africain a rejoint la salle. Donc, pour comparer l'Afrique, ou du moins l'être humain africain, l'Africain au singe. Eh bien, simplement votre réaction, Charlie Kenyé. 21e siècle, on a encore ce type de déclaration, de considération de l'homme noir. Personnellement, je ne vais pas être choqué. Pourquoi? Encore moins surpris, parce que c'est une rhétorique, c'est une habitude occidentale. Oui. Et quand je parle occidental, il faut bien dissocier le blanc occidental du blanc, je peux dire quoi, russe ou chinois ou d'autres. Oui, tout à fait. Il faut dire aujourd'hui que la première interrogation qu'on doit mettre dans cette actualité, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'elle c'est 2 mois plus tard que l'information fuite, ou alors que l'information arrive, parce que vous comprenez très bien, on connaît la capacité de propagande de ces médias occidentaux, mais curieusement, personne n'en a parlé. Alors, comment se fait-il que ce ne soit qu'aujourd'hui qu'on en parle? Et dites-vous bien qu'on en parle, pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne peut plus cacher du fait de la sortie du ministre des Affaires étrangères roumain, qui lui-même également n'est pas sérieux dans sa sortie.
parce que dans sa sortie, il nous parle d'une enquête interne qui aura lieu, il nous parle d'un rappel de son ambassadeur, mais nulle part il ne présente ses excuses aux peuples africains. Parce que même s'il a dit, voilà, il reconnaît que certaines personnes ont été choquées. La reconnaissance ne suffit pas. C'est un acte quand même assez gravissime. Très grave. Bien que je ne sois pas choqué. Parce que ce sont les mêmes au quotidien qui nous parlent de respect des valeurs humaines, qui nous parlent des droits de l'homme, qui nous parlent d'un ensemble de valeurs, ma foi, auxquelles eux-mêmes ils n'y croient pas. Donc aujourd'hui, voir cette situation-là être prise au rabais, parce que véritablement elle est prise au rabais, mais elle n'est que le reflet de la société occidentale. Je vais parler d'un domaine que j'aime pas trop, le football. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est un milieu, ou alors ce sont des propos qui sont courants dans le milieu footballistique, principalement en Europe. On se souvient encore des attaques contre l'un de nos compatriotes, Samuel Eto'o, lorsqu'il évoluait encore du côté de l'Espagne. Oui. On se souvient même encore tout récemment des insultes vis-à-vis d'un joueur brésilien, à la personne de Vinicius Junior, qui évolue du côté du Real de Madrid. Oui. On se souvient des insultes vis-à-vis d'un autre de nos compatriotes, à la personne de Kartoko Ekambi, qui avait été traité de singe. On lui présentait une banane lorsqu'il évoluait du côté du Villarreal en Espagne. Donc, c'est une réalité occidentale. Mais véritablement, est-ce que vous sentez qu'on a mis sur pied des mécanismes de nature à réprimander, à sanctionner véritablement de pareils actes de nature, à empêcher quiconque qui pourrait justement amener, ou alors quelles les intentions qui pourraient pousser des gens à réagir ainsi? Véritablement pas. Aujourd'hui, la justice européenne semble se plaire dans ça. Pourtant, chaque jour, il nous rappelle comment il faut combattre le racisme. D'ailleurs, je crois que sur les maillots qui sont arborés par les équipes de l'UEFA, il est mis là notre racisme, c'est-à-dire que non au racisme. Oui. Mais vous voyez que c'est justement dans ce milieu que ce racisme prospère. Et l'appellation de racisme n'est pas seulement verbale, il faut le dire également. C'est-à-dire que les mécanismes qui construisent la société occidentale, elles sont essentiellement racistes. Parce que si on s'attaque simplement au discours verbal, on oublie les autres formes de racisme que vivent nos compatriotes de ce côté-là, tant sur le plan du travail et même sur le plan sociétal. Aujourd'hui, il est clair, et je prends pour preuve d'un proche à moi que je connais très bien, qui a un doctorat en mathématiques, qui évolue en France, mais qui est promeneur de chiens. Et quand vous expliquez pourquoi est-ce qu'il mène cette activité, il vous dit clairement que il est possible pour lui d'enseigner à l'université, mais avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de difficultés. Et même à partir du moment où vous êtes recruté, vous ne pouvez pas avoir le même salaire que votre collègue blanc. Et donc, quand il compare son activité de promeneur de chiens par rapport à ce qui lui est possible d'avoir à l'université, et compte tenu de ses dépenses, de son besoin, de ses besoins, puisqu'il a une famille, il se rend compte que le métier de promeneur de chiens lui rapporte mieux que ce qu'il pourrait percevoir s'il était enseignant à l'université. Eh bien, vous comprenez donc que c'est une forme de discrimination, c'est une forme de racisme. On n'en parle pas beaucoup. Donc, des exemples comme ça sont légion. Or, aujourd'hui, on est dans une réalité qui fait en sorte que on ne saurait plus facilement accepter pareil sortir, à dire on condamne, on rappelle, on instruit une enquête interne. Non. Au-delà du fait que les Occidentaux doivent nous donner des garanties véritablement de prouver à l'échelle internationale, pas seulement aux Africains, de prouver à l'échelle internationale qu'ils sont contre le racisme, mais également du côté africain, on doit pouvoir mettre sur pied un ensemble de mesures de nature à dissuader quiconque véritablement voulant s'aventurer sur ce genre de schéma-là. Rappelons qu'aujourd'hui, nous savons très bien les besoins de ces pays-là qui se retrouvent sur le continent africain. Et bien, on peut même se servir de ça comme moyen de chantage et obliger ces pays-là à véritablement revoir leur législation en termes de lutte contre les propos racistes, contre les propos haineux vis-à-vis des peuples africains, vis-à-vis de la race noire. Donc, c'est un travail qui doit être fait en dualité, c'est un travail qui doit être fait des deux côtés, mais il est clair aujourd'hui que le côté qui doit être le plus engagé, c'est le côté africain, parce que véritablement, du côté occidental, la solution ne viendra pas de pourquoi. Simplement parce qu'ils s'y plaisent, simplement parce que dans la conscience occidentale, et ça il faut bien qu'on le rappelle, parce que dans les livres d'histoire, il a enseigné au blanc occidental que son ancêtre blanc nous a apporté la civilisation.
Mais ils ne disent pas que lorsqu'il arrive en Afrique, l'Afrique était un continent millénaire qui existait bien avant la civilisation occidentale. Mais ils disent qu'ils nous ont apporté la civilisation. Et donc, l'enfant blanc grandit avec l'idée de supériorité sur la race noire. Oui. On refuse de leur dire que nous avions une civilisation qui est non seulement millénaire, mais qui est de loin bien plus grandiose que la civilisation occidentale. Et que même la civilisation occidentale n'est qu'une pâle copie de la civilisation africaine. On refuse de leur dire également que nous qui sommes des noirs, des nègres, comme ils veulent bien le faire croire, nous avons combattu pour les libérer, eux, du joug nazi, où ils ont mené des guerres pour lesquelles ils se voyaient être inefficaces. À la limite, ils ont été battus. On ne veut pas les dire que ce sont les Africains, et j'insiste dessus, ce sont prioritairement les Camerounais qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ont libéré la France. Ce sont les troupes qui ont été dont le colonel Leclerc, parce que c'est après justement cette victoire qui passe général, ce sont les troupes qui sont venues du Cameroun, qui ont fait escale au Sénégal et qui par la suite ont rejoint la France. C'est eux qui ont libéré la France, mais ils ont été mis de côté. On a fait défiler les troupes françaises, britanniques et américaines à Paris pour leur faire savoir que en réalité ce sont des blancs qui ont libéré la France. Et donc c'est ce même racisme là qui continue de durer, parce que on masque l'histoire, on cache l'histoire, on salit la race noire, on nous insulte, et aujourd'hui on voit la conséquence qui se fait savoir. Donc pour ma part, faut pas qu'on attende la solution c'est à nous de travailler de nature, imposer le respect, à obliger les autres à nous traiter avec un meilleur respect. Imposer notre respect, voilà, mener les autres à nous traiter avec respect. Il faut certainement aussi, justement, cette décision politique, engagement aussi politique, peut-être pour renverser la tendance. Eh bien, on va passer à la seconde, du moins à notre thématique principale, direction le Mali. On sait que là-bas, le référendum se prépare. C'est dans quelques jours seulement. Les militaires, d'ailleurs, les forces de sécurité et de défense ont déjà voté. Ils ont voté avant dimanche, certainement pour que le jour J, ils puissent bien sûr assurer la sécurité de la population. On rappelle qu'il s'agit d'un référendum en vue de changer bien sûr la constitution, ainsi de suite, et aussi remettre le pouvoir aux civils. Sauf que ce référendum est donc attaqué. Alors on va aller sans embâche. On accuse le pouvoir de Bamako d'être juge et parti en même temps. Et là, ça fausse selon eux la crédibilité de ce référendum. Bien, déjà, il faut dire que c'est un faux débat. C'est un faux débat simplement parce que... Faux débat, pas par rapport à vous, par rapport à ceux, justement, qui accusent les autorités maliennes d'être juges et partis. Il faut rappeler qu'il y a une instance électorale qui a été mise sur pied par les autorités maliennes pour justement conduire ce référendum-là. Donc, on ne peut pas accuser les autorités maliennes d'être juges et partis d'une chose dont les Maliens eux-mêmes sont, je vais dire quoi, pieds et mains liés. Parce que il faut rappeler que ce n'est pas une élection qui est contrôlée par les autorités de la transition, mais il faut dire que c'est une élection qui, on peut parler de superviser par les autorités de la transition, parce que ce sont les autorités qui mettent les moyens financiers en marche justement pour permettre à ce que ce référendum puisse déjà couvrir l'entièreté du territoire national. Mais d'un autre côté, dire que le gouvernement, alors l'État malien est juge et parti, c'est insulter la société civile malienne. On sait très bien que le processus aujourd'hui, la dynamique qui est entreprise par les autorités maliennes est fortement encadrée par la société civile malienne. Je parle ici du célèbre mouvement Yerowolo, debout sur les remparts, qui au quotidien ne cesse de multiplier les campagnes de sensibilisation, les campagnes de formation, les campagnes d'éducation pour justement amener les peuples maliens à comprendre les enjeux de ce référendum. Et rappelons que Yerowolo a justement mobilisé un ensemble d'observateurs sur l'ensemble du triangle national pour justement contrôler l'effectivité, l'efficacité et même le bon déroulement de ce référendum. Alors, accuser les autorités maliennes d'être juges et partis, c'est accuser l'intelligence de cette organisation civile qui regroupe des millions de Maliens et qui a fait ses preuves jusqu'aujourd'hui. Donc, on ne saurait mettre le débat sur la table en termes de neutralité, en termes de respect, en termes de confiance. Une autre chose également, ceux aujourd'hui qui sont en train d'accuser les autorités maliennes, on les connaît, il faut
un moment qu'on arrête ce jeu-là. On les connaît. Rappelons qu'il y a un discours, ou alors il y a un débat qui est très fort aujourd'hui au sein de la communauté islamique ou alors la communauté musulmane malienne, qui est portée par un certain nombre d'imams, mais qui en réalité refuse de voir la réalité du problème. La réalité du problème, c'est que parmi, par exemple, les soldats qui se battent au front, est-ce que tous sont des musulmans? Pas du tout. Exactement. Alors, si vous voulez, selon l'association des imams du Mali, voudrait que le Mali soit un pays entièrement islamique. Qu'est-ce que vous faites donc de cette frange, de cette grande partie de la population qui sont sûrement chrétiens, qui sont athées et peut-être même kémites, il faut le dire. Tout à fait. Rappelons qu'il y a un kémite qui est en prison simplement pour avoir brûlé le Coran. Est-ce à dire qu'ils ne se reconnaissent ou alors qu'ils ne sont plus ou qu'ils perdent la nationalité de malien? Je ne pense pas. Donc c'est un faux débat. Aujourd'hui, le peuple malien est en train de prendre un virage important de son histoire parce que toute révolution passe obligatoirement par une réécriture de sa constitution. Et c'est en ça aujourd'hui que les autorités maliennes jugent nécessaire de passer par ce référendum où ils donnent le pouvoir au peuple de décider véritablement quelle est la direction qu'il voudrait que les autorités donnent au bateau malien. Alors, vous ne pouvez insulter donc ces 14 ou ces 20 millions de Maliens qui iront voter bientôt. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire du Mali. Ce n'est pas une poignée de personnes de décider ce que le Mali deviendra, surtout qu'on connaît bien les liens qui les associent avec un ensemble de personnes. Ces personnes aujourd'hui qui sont en train de tirer sur le gouvernement malien, qu'on se dise, ce sont les mêmes personnes qui au début justement de la transition malienne sont sortis, et rappelons qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est à peine une quinzaine, voire une vingtaine d'hommes politiques, et ce sont les mêmes hommes politiques qui du temps de la présence de l'ambassadeur de France au Mali étaient très répétitifs. C'est les mêmes qui organisaient des rencontres avec cet ambassadeur, c'est les mêmes qui en journée manifestaient, en soirée ils étaient reçus par l'ambassadeur de France au Mali, et rappelons que ce sont les mêmes qui juste à présent sont en contact avec ceux-là qui depuis des années veulent plomber la transition malienne. Je parle ici d'un certain Boubou Cissé, je parle ici d'un certain Alassane Dramane Ouattara. Allez voir la nationalité de ces personnes-là qui aujourd'hui disent que le gouvernement malien est juge et parti. Et vous allez vous poser la question si est-ce qu'ils ont même la qualité de parler des histoires du Mali, parce que je dis encore, allez voir la nationalité. Mais est-ce qu'on peut dissocier cela justement, parce que il semble que c'est un fait, le gouvernement malien qui est juge est parti, mais est-ce que on peut, puisque c'est le gouvernement, c'est lui qui doit organiser, parce qu'on reproche aussi, là je ne sais pas si c'est un argument assez valable, mais parmi ce qui est dit, on reproche au gouvernement malien une sorte de harcèlement, oui, votez pour le oui, mais on rappelle que nous sommes en pleine campagne et que chaque parti, effectivement, doit... C'est un référendum. J'aime pas trop parler de démocratie, mais je vais parler de la démocratie africaine, pas de la démocratie occidentale. Parce que la démocratie occidentale est une copie de la démocratie africaine. La démocratie africaine, c'est une démocratie essentiellement inclusive. C'est-à-dire que c'est une démocratie dans laquelle on fait avec tout le monde, on n'exclut personne. Et lorsque vous arrivez même à vous exclure par vous-même, on appelle les sages de la société pour vous ramener au sein de la société. C'est une démocratie essentiellement inclusive, contrairement à la démocratie occidentale qui est totalement exclusive. Quand j'ai fini de le dire, nous sommes là en face de quoi? D'un référendum. Un référendum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le peuple malien sera appelé à voter par oui ou par non sur un choix politique qui leur a été proposé par les autorités en charge de la transition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les autorités ont un agenda pour le Mali, ont une vision pour le Mali. C'est cette vision aujourd'hui qu'ils doivent justifier, qu'ils doivent démontrer de nature à amener le peuple malien à voter massivement le oui, qui justement leur donnera la légitimité, la légalité d'implémenter le projet qu'ils ont pour ce pays-là. Normalement, parce que également nous sommes toujours en démocratie, il y a des sceptiques, il y a des négativistes. Alors ces négativistes-là, ou alors ces complotistes-là, je pense que c'est même le thème, parlant de ces hommes politiques qui parlent, qui traitent le gouvernement, les autorités maliennes de juges et partis, ces complotistes-là, eux pensent qu'ils sont juges et partis. Mais malheureusement, ce n'est pas le gouvernement ou alors ce ne sont pas les autorités qui iront voter. C'est le peuple malien qui ira voter. À eux donc de trouver les arguments nécessaires pour démontrer au peuple malien
que ce qui arrivera demain, d'aller voter le non du oui qui est réclamé par le peuple malien. Ouais. Ce n'est pas attaquer les autorités maliennes. En attaquant les autorités maliennes, ils démontrent leur défaite et ils démontrent même la faiblesse des arguments qu'ils peuvent opposer aux autorités maliennes. C'est pas là-bas que le débat se joue. Le débat se joue dans la société, au niveau du public. C'est avec le peuple qu'il faut débattre, c'est pas avec les autorités. Les autorités ne vous ont jamais dit que le Mali ou alors le peuple malien n'ira pas voter. Ils n'ont pas dit que ce ne sont que les membres de la transition qui iront voter. C'est le peuple malien qui iront voter. Et les autorités, même s'il y a des démembrements, c'est pas eux qui vont se retrouver à Ménaka, à Gao, à Tombouctou, à tous. Non, c'est le peuple qui sera là-bas. Alors, que ceux-là qui pensent que le gouvernement est juge et parti se mobilisent donc sur l'ensemble du territoire national pour justement démontrer au peuple qu'il est préférable pour eux de voter non ou oui, et non de dire qu'il est juge parti parce que c'est un faux débat, c'est déporter le débat sur un domaine qui en réalité n'a pas raison d'être. C'est un peu ce genre de schéma auquel nous ont habitués les médias mensonges, c'est-à-dire lorsqu'on va attaquer quelqu'un, on délocalise un peu la situation pour faire un parallélisme avec le Sénégal, où au lieu de s'attaquer sur un problème qui est existentiel, à savoir un État qui justement va assumer sa souveraineté et diversifier ses partenariats, on s'attaque sur un élément juridique qui n'a rien à voir. On dit que le président voudrait briguer un troisième mandat sans véritablement regarder les textes et la constitution qui encadre le pays. Donc on déplace le débat sur un débat qui n'a pas raison d'être. C'est ce même schéma-là. Il faut faire attention. Il débat, c'est donner du crédit à ces personnes-là parce qu'en réalité, c'est un faux débat. Le débat n'est pas là-bas. Le débat est dans la population, le débat est dans la rue, le débat est avec le peuple et non avec les autorités. Et justement, si le débat n'est pas de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose en dessous, un grand enjeu qu'on voudrait peut-être, je ne vais pas dire cacher, parce que si on veut détourner, c'est peut-être parce que s'il y a le oui, si le oui est voté bien sûr majoritairement, il y aura certainement certaines conséquences. Des conséquences, bien sûr. C'est justement ça l'enjeu. Lorsqu'on détourne le débat, c'est parce qu'on reconnaît les enjeux de ce qui est en train de se faire. Et bien l'enjeu de ce qui est en train de se faire, c'est que si le oui l'emporte sur le non, il y a une nouvelle constitution qui sera mise en place. Et la nouvelle constitution, justement, intègre la libération totale de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes africains, nous voyons le Mali comme un laboratoire de souveraineté et d'émancipation des peuples africains. Le combat que mène le Mali aujourd'hui, c'est un combat de libération qui est vu, qui est perçu, qui est encouragé et qui justement est en train d'être copié par l'ensemble des États africains. Le cas du Burkina Faso. Le Mali échoue, c'est toute l'Afrique qui aura échoué. Et donc, ces forces impérialistes qui agissent au Mali à travers un certain nombre de pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire, et bien, ce sont ces forces-là qui aujourd'hui manœuvrent pour que justement le non l'emporte sur lui. D'où justement cette fausse propagande, cette distraction, ce déportage du débat pour justement distraire l'attention du public. Or que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce qui est en train de se faire du Mali, au cas où cette constitution serait approuvée par le peuple malien, prenons un simple cas. Le cas par exemple de la monnaie régionale. Vous savez que ces trois pays, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, se sont mis ensemble pour une monnaie unique, à savoir le Wari. Même si le Mali sera le premier pays à l'implémenter, la Guinée qu'on a créée et le Burkina Faso, après avoir résolu les problèmes internes, à savoir les problèmes sécuritaires et les réformes nécessaires, sont appelés également à utiliser une pareille monnaie. Et indirectement, qu'est-ce qui est en train de se voir? C'est la sortie du franc CFA, c'est l'abandon du franc CFA. Sauf que derrière l'abandon du franc CFA, il y a une autre réalité qu'on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un projet de fédération. Et ce projet de fédération-là, indirectement, engage ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Et c'est ça qui fait peur au bloc occidental. Parce que le jour où l'Afrique sera unie, eh bien, l'Afrique immédiatement deviendra l'une, pour ne pas dire la plus grande puissance mondiale. Et la fédération ou alors l'unité de l'Afrique, ce n'est pas immédiatement tous les 54 États. Je vous rappelle que nos experts avant nous, les Tundian Poemi, les Hubert Kamga, qui ont rédigé des livres dessus, nous faisaient savoir que la fédération peut commencer avec 2 États. Et en Afrique de l'Ouest, on nous montre qu'il y a un ensemble de pays, ils sont déjà 3 qui ont commencé. Imaginez donc si les autres États emboîtaient le pas, on serait en train d'aller véritablement vers une véritable fusion, vers un véritable projet d'unité de l'Afrique qui justement porterait l'Afrique à une dimension qui n'avait pas ou alors qui ne veut pas être vue par le bloc occidental. Donc, ce projet de construction a un intérêt, un enjeu stratégique majeur. Majeur parce que cela va entraîner un chamboulement international, un bouleversement de la géopolitique mondiale qui justement pourrait faire flancher la balance soit d'un côté
à l'est, ou alors d'un autre côté, au centre, avec l'Afrique au centre, et au détriment justement de ce bloc-là qui, depuis bien des années, ou depuis un certain nombre de centaines d'années, se dit être le phare du monde, le bloc qui devrait justement dicter comment le monde doit se gérer. Pourtant, on a l'impression, en tout cas, que le gouvernement malien est en train, c'est même pas l'impression, parce que le gouvernement malien est en train de respecter justement ses engagements. On rappelle que ce référendum justement a pour but aussi de remettre le pouvoir aux civils, et c'est ce qui est demandé depuis aux autorités maliennes, donc ce qui aurait plutôt pu plaire, si je peux le dire ainsi, à la partie adverse. Exactement. Alors pourquoi cette réaction? Simplement parce que vous comprenez que nous sommes dans la distraction, c'est la diversion, c'est-à-dire qu'on veut nous détacher des vrais éléments. Là où on les attend, on ne veut pas. Personnellement, je me serais attendu qu'ils ont convoqué un débat public où ils vont parler avec le Malien pour justement démontrer la véracité de leurs propos, ou alors démontrer au peuple malien que les autorités maliennes sont jugées parties ou que non. Et vous verrez que les mêmes personnes qui disent ça, le relais en termes de communication, la propagande, vous verrez que le relais se fait à travers les médias que nous connaissons tous. Ce ne sont pas véritablement des médias qui portent la voix du continent ou qui portent la voix du peuple malien. Donc, c'est pourquoi je dis ce sont des épiphénomènes, et tellement en débattre donne de l'importance à des personnes qui en réalité ne devraient pas avoir. Parce que j'insiste encore, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait même pas donner la latitude à des traîtres de parler des questions ou des problèmes de l'Afrique. Parce que ces traîtres, on les connaît. Et plus on voudrait aller dans le cadre des valeurs, des fausses valeurs qui nous ont été imposées par le bloc occidental, les droits de l'homme et bien d'autres choses, et bien on est en train de sombrer. Parce que rappelons que chez eux-mêmes, lorsqu'ils ont initié ces mouvements de libération et d'émancipation que nous vivons aujourd'hui en Afrique, ceux qui étaient contre avaient été guillotiniés, certains avaient été fusillés, on les lapidait, on les mutilait, on les tuait, leurs propres frères. Mais chez nous, ceux justement qui bloquent ce mouvement d'émancipation nous demandent de respecter un certain nombre de valeurs. Non, il faut les enfermer. Il faut les enfermer, il faut les remettre à la place. Les révolutions ne se font pas, je m'excuse le mot, sans casser des œufs. Allez analyser la révolution cubaine. Allez analyser d'autres révolutions à travers le monde. Vous verrez comment ça s'est passé, même du côté du Ghana. On a vu comment le président John Jerry Rawlings a eu à fusiller des proches de sa famille. Parce que simplement ceux-ci avaient été accusés de détournement des deniers publics. Des révolutions se font ainsi. Lorsqu'on veut faire une révolution, on la fait à fond. Et malheureusement, ces personnes-là qui jouent ce sale jeu-là, je pense qu'il faut être beaucoup plus dur avec ces personnes-là. On ne doit pas simplement les tenir le langage ou alors la réponse des arguments, puisque les arguments, ils n'en ont pas. Il faut aller au-delà de ça pour dissuader quiconque justement voudrait s'aventurer sur ce chemin. Même si ces personnes ont un grand, je veux dire, aura, parce qu'on sait quand même que parce que tout à l'heure on a parlé, même si c'est pas seulement ce groupe, mais on parlait des imams entre autres, des chefs religieux, voilà, et on sait ce que ces chefs religieux représentent dans un pays comme le Mali. Alors on se demande comment gérer une telle situation, et il faut discuter avec ce type de personnes qui peuvent, on le reconnaît, soulever aussi des foules. Comment gérer avec ce type de personnes? Je pense qu'il faut, qu'on le veuille ou pas, la religion ou alors les religions abrahamiques sont fortement imprégnées dans les traditions, dans les mœurs africaines. Tout à fait. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui prônent la laïcité, c'est-à-dire qu'on veut faire avec tout le monde. Le traitement qu'on peut infliger à un homme politique est différent du traitement qu'on peut infliger à un homme religieux. Parce que l'homme politique maîtrise mieux l'enjeu que l'homme religieux. Et non seulement il maîtrise mieux l'enjeu, l'homme politique, justement, est prédestiné, ou alors sa casquette l'oblige à voir la vie, non pas avec le regard du religieux. Parce que le religieux également vit sous une forme de dogme, parce que c'est un enseignement. Or, le politique a une plus large liberté qui peut l'amener justement à analyser les choses sous plusieurs angles, sous plusieurs prismes, afin d'en déceler les véritables enjeux. Donc le traitement ne peut pas être le même. Quand j'ai fini de parler de cette durcité, je m'adressais ici à ces hommes politiques. Maintenant, concernant les hommes religieux, je pense que lorsqu'on parle ici des hommes religieux, il faut dire que
le plus important pour moi, pour nous qui sommes africains, c'est de travailler de nature à les amener également à comprendre la direction que nous voulons prendre pour nos pays. S'il est vrai que certains comprennent et que d'autres également ne comprennent pas, oui. Il faut dire aussi que dans la plupart des cas, beaucoup comprennent. Je prends pour preuve que c'est une organisation confessionnelle, c'est l'association des imams du Tchad qui s'était levée justement pour réclamer le départ des bases militaires françaises au Tchad. Tout à fait. C'est une association islamique, coranique. Ouais. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que là-bas c'est mauvais que forcément c'est tout qui est mauvais. Et on ne peut pas mélanger le mauvais du bon. Il y en a qui sont véritablement très bons et même bien bons et ils représentent la grande partie de cette caste d'hommes. Oui. Ceux donc qui ne sont pas en accord avec cela, il est impératif pour les gouvernants de se servir justement de ceux qui comprennent les enjeux, oui. de les amener sur le débat des arguments avec ceux qui se refusent à comprendre les enjeux, de nature à mener le peuple à mieux comprendre ces enjeux-là. Parce que j'aime souvent le dire, un peuple éclairé n'a pas besoin de guide éclairé pour le conduire. Avant de vous passer la parole pour le mot de fin, parce que nous tirons justement vers la fin de cette émission, rappelle effectivement que le oui, en tout cas, semble très majoritaire du côté du Mali. Il y a plusieurs associations, organisations, en tout cas groupes qui se mobilisent. On pense à la plateforme Fusil Mali par exemple, justement, qui se mobilise pour un oui. Et on apprend aussi que le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire milite également pour le oui au référendum du 18 juin prochain. Donc ça est là. Et à partir de là, je pense que Charlie Kenyé, on peut s'attendre en tout cas à un oui. Personnellement, je pense que le oui va l'emporter. Oui. Vraiment sans difficulté. À une très forte majorité. J'ai même bien peur qu'on fasse un 100% de ce côté. C'est possible. Parce qu'on a la chance aujourd'hui grâce au dynamisme de la société civile malienne, les Maliens, dans la grande majorité, ont compris les enjeux. Il faut rappeler également que la plupart des émissions et des thématiques que nous traitons dans ces médias panafricains, que vous connaissez très bien, nous avons amené justement une très grande partie de la conscience collective africaine et parmi lesquels un grand nombre de Maliens véritablement comprendre les enjeux. Ce n'est pas des personnes comme ça qui se lèvent un matin pour aller voter. C'est des gens qui comprennent aujourd'hui ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se jouer. Et lorsqu'on comprend véritablement ces enjeux-là, on n'hésite pas sur le vote qui va se faire. On est sûr que ce sera un 100% pour le oui du côté du Mali. Un 100%, comme l'espère Charlie Kenyé pour le oui du côté du Mali. On rappelle que ce sera donc le 18 juin prochain. On va bien sûr suivre cette actualité et la commenter également, les enjeux autour de ce oui, ce référendum constitutionnel du côté du Mali. On en reparlera bien sûr dans le cadre d'une autre édition de Regard panafricain sur For You Media Africa. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous également, Charlie Kenyé, d'avoir été notre invité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur For You Media Africa. À très bientôt. La radio, comme vous voulez, comme vous l'aimez, c'est sur la 96.3 FM.